nous nous sommes dit qu'il valait mieux faire venir le meilleur d'entre nous. Alors je vous demande d'accueillir Emmanuel Macron. Les gens n'étaient pas totalement chauds ou convaincus, donc je voulais venir moi-même en assurer, tester un peu la motivation de toutes et tous, et pas du tout venir me substituer aux questions. Je vais dans quelques instants les laisser retravailler avec vous. Je vous rassure. Non, écoutez, merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Je suis juste passé quelques instants pour vous saluer, tester la motivation des uns et des autres. Et puis, échanger quand même un peu ce sentiment du moment, du temps de l'actualité. On était il y a quelques jours à Lyon, il y a 2 jours, avec un grand moment de partage, un temps fort de cette campagne, qui était un beau moment. Mais nous entrons maintenant dans les dernières semaines. J'ai commencé le décompte à Lyon, on le fera maintenant à chaque fois. Il reste 76 jours. Et c'est au fond très peu. Dans une campagne qui est en train d'être à la fois trépidante et en même temps qui dit beaucoup de la décomposition du monde politique dans lequel nous vivons. Alors nous avons eu l'intuition de cette décomposition avant beaucoup d'autres. Et nombre d'entre vous qui étaient là dès le début, qui avaient pris des risques en tant que femmes et hommes politiques, en tant que femmes et hommes d'entreprise, en tant qu'engagés de la vie sociale, et c'est ce qui nous a rassemblés ces dernières semaines et ces derniers mois, vous l'avez vu à mes côtés. Et on a décidé de passer le pas ensemble et d'inventer, de créer En Marche, qui n'existe que par la force que vous représentez. Mais maintenant, nous sommes pris dans cette campagne avec les uns et les autres, dans une espèce de, ce que j'ai appelé samedi, cette lèpre, c'est-à-dire cette défiance qui touche l'ensemble du monde politique. Et donc, on va devoir dans les prochaines semaines tenir cette tension, ça ce sera votre responsabilité, celle d'une grande ardeur, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher, ne rien abandonner de ce qui est notre ferveur initiale. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas des sentiments légers, c'est que nous avons envie de changer les choses et qu'il n'y a pas de cynisme chez nous. On croit que c'est possible, que c'est fort, que le pays le mérite et qu'il en a besoin. Et donc, et en même temps, comme je le disais samedi, on doit partager un peu de la gravité du moment. Donc il faut garder l'entrain, mais regardez qu'à chaque instant, ce qui se passe autour de nous est grave. C'est grave parce que le doute qui s'installe, l'idée que tout se vaut, que toutes celles et ceux qui s'engagent en politique sont forcément pourris, ne le font que pour leur intérêt propre, c'est quelque chose qui corrompt la démocratie et nourrit les extrêmes. L'idée que nous aurons dans quelques semaines, parce que nous nous préparons à cela, à affronter
de nouvelles puissances régionales qui ne partagent pas nos valeurs, un monde dont l'ordre est en train de profondément se recomposer et qui n'est plus celui qu'on a créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec des risques prodigieusement nouveaux, terroristes, politico-religieux, climatiques, économiques. Tout cela est un défi qui doit nous rendre aussi graves. Et donc cette tension, nous allons devoir la tenir. Alors je le disais samedi, pour ces 76 jours à venir, on a un slogan, c'est En Marche. Et on l'a depuis le début, nous l'avons créé, les Françaises et les Français l'ont adopté. On ne va pas en chercher un autre. Et nous avons un fil directeur. Ce fil rouge qui va tresser l'ensemble de nos idées, cette trinité républicaine, liberté, égalité, fraternité, je la vois là devant vous, et nous allons tout inscrire derrière celle-ci. Et tout le projet que nous allons porter sera inscrit derrière celle-ci. Alors, où sont nos défis aujourd'hui? Le premier, vous avez commencé à en parler, vous allez continuer, c'est celui du projet, de nos idées, de ce qu'on présente et de ce qu'on va continuer à présenter. Vous l'avez vu, depuis samedi, il y a à nouveau cette manœuvre qui consiste à dire qu'il n'y a pas de projet chez eux. Certains pensent que nous sommes des sectes. Bienvenue. Je vous rassure, le projet ne sera pas de nous immoler par le feu, ni même d'avoir des pratiques déviantes, quelles qu'elles soient. C'est juste un projet pour le pays. C'est peut-être extraordinairement sectaire de croire que la France a un avenir et qu'il n'est pas la société française ni les réformes économiques de la Grande-Bretagne des années 80, ni les pratiques politiques françaises des années 80 et 90. Une très mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui pensent que nous sommes une secte. Elle a, je le crains aujourd'hui, un peu plus de 60 millions d'adhérents. Non, nous avons commencé par le travail que vous avez fait depuis des mois. D'abord à aller interroger, ensuite à construire, par le travail formidable qui est fait dans les comités, tout ce que vous avez fait remonter. On a commencé à décliner depuis le 10 décembre dernier beaucoup de choses. Sur le travail, tu l'as rappelé, sur la sécurité, sur l'agriculture, sur la culture, sur l'éducation. Et nous allons continuer sur l'environnement dans quelques jours. La défense des affaires étrangères. Sur l'Europe, ça a déjà été fait. Et donc, nous avons un projet comme ça qui continue à se construire et qui est là. Et donc, partout, on a commencé à vous donner, à vous équiper pour cela. Nous devons porter ce projet. Porter d'abord la cohérence d'une vision. C'est celle qui a été expliquée dans Révolution, celle que nous avons construite durant l'été, et puis porter de manière très précise le projet, comme je viens de le décliner, secteur par secteur. Dans les prochaines semaines, nous allons continuer à faire ce travail. En fin de semaine, je le ferai sur l'écologie, puis je continuerai comme ça, secteur par secteur, jusqu'à la fin du mois. En fin de semaine, il y aura un nouveau site internet pour le mouvement et toutes celles et ceux qui veulent y aller. Et vous verrez, là, présenté de manière synthétique, sans doute beaucoup plus simple pour nombre de toutes celles et ceux que vous avez à convaincre, et bien tout ce qui a déjà été dit de manière extrêmement simplifiée. Ce qui n'obligera pas à aller retrouver un discours, ou retrouver des textes qui sont parfois trop longs pour des gens qui veulent, en quelques minutes, saisir la substantifiquement. Et puis, la semaine prochaine, nous allons présenter, c'est tout le travail qui est fait par Jean Pisani-Ferry et ses équipes, et beaucoup d'entre vous y participent, puisque je reconnais beaucoup de visages amis. Il y a tout un travail politique, technique, qui est fait à partir de ce qui est remonté des comités, du travail des 400 experts. Nous allons présenter, en fin de semaine prochaine, la stratégie macroéconomique, c'est-à-dire la trajectoire sur 5 ans des finances publiques, de la fiscalité, des investissements, pour avoir un vrai projet chiffré. Là-dessus, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut passer par cette étape, parce que c'est un élément de crédibilité, de transparence. Celles qui disent qu'on n'a pas à se préoccuper de ce que sont les chiffrages, ce sont simplement celles et ceux qui ne se préparent pas à gouverner demain.
Je vous rassure, nous nous préparons à présider et à gouverner. En même temps, c'est un élément aussi important pour non seulement expliquer à nos concitoyens, expliquer à l'ensemble des acteurs économiques politiques et expliquer à nos partenaires européens. Parce que quand on croit à l'Europe, il faut y croire complètement et être en capacité de dire voilà, il y a des règles, des choses qui sont importantes pour vous, je vous explique où je vais, quelles sont mes contraintes, quels sont les engagements que je prends. Et cette trajectoire, elle sera ensuite présentée avec le programme à nos partenaires européens, parce que je pense que c'est une bonne discipline. Et c'est comme ça que d'ailleurs, on peut créer une dynamique et faire changer nos partenaires sur certains de leurs postulats de base. Et je continuerai ce travail pendant la campagne. Je ne crois pas du tout à celles et ceux qui viennent vous dire « Moi, je vais bousculer la table, tout renverser, aller à la confrontation, de droite comme de gauche, on adore ça. » Donc expliquer qu'il faut donner des leçons aux Allemands sur les réfugiés, pour les uns, ou de l'autre côté du champ politique, expliquer qu'il faut aller voir les Allemands en leur disant « On adore l'Europe, on va continuer, mais alors nous, on ne va pas du tout respecter les règles. » Nous allons les porter la contrainte pour aussi essayer d'améliorer ces règles. C'est du vrai débat politique. Mais d'abord, on doit retrouver de la crédibilité. Et puis, en même temps, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à cette trajectoire, parce qu'il y aura des imprévus. Et c'est tout l'art du gouvernement, c'est d'expliquer ce vers quoi on veut aller, les engagements qu'on prend, mais en même temps de ne jamais perdre le fil de la direction, du sens et des fondamentaux du projet qui est le nôtre, c'est qu'il sera sans doute bousculé par des aléas. Des risques terroristes, des risques macroéconomiques, des aléas géopolitiques. Et donc il faudra l'adapter. Il faudra l'adapter de manière cohérente avec ce que nous portons. Et donc c'est à la fois cette exigence et cette humilité qu'il faut avoir, mais nous le présenterons donc en fin de semaine prochaine. Et puis, d'ici la fin du mois, nous aurons présenté l'intégralité des grands chantiers, y compris de manière détaillée, parce que c'est la règle d'une présidentielle. Et donc nous continuerons à étayer tout ça. Et dans les premiers jours du mois de mars, nous rendrons public un document beaucoup plus synthétique, qui est le cœur de ce projet, qui est ce que j'ai appelé ce contrat avec la nation, qui est l'objet politique qui va inclure ce plan de transformation que nous préparons depuis des mois. Qu'est-ce que c'est? C'est la substantifique moelle, en quelque sorte, de notre projet. C'est ce sur quoi je veux que nous nous engagions avec beaucoup de solennité vis-à-vis des Françaises et des Français, et ce sur quoi moi je veux m'engager à présider. Parce que je ne crois pas qu'on puisse présider en étant responsable de tous les sujets tout le temps. C'est à la fois infaisable, ça n'est pas le sens de nos institutions, et cela produit du malheur. Parce que ça installe les gens dans l'idée qu'un homme peut être responsable de tout, et que celui qui est le garant des institutions de par nos textes est en même temps l'acteur omnipotent de toutes les institutions. Il y a un ordre des choses. En même temps, on ne peut pas avoir un président qui préside retiré sur son Aventin et qui ne s'occupe plus de rien. Le pays n'est plus prêt à accepter ça. Et donc, je présiderai en m'occupant des domaines réservés, mais de ce cœur de contrat de transformation, de ce contrat avec la nation. Et donc c'est cela que nous sortirons début mars, qui est le cœur de nos engagements sur quelques sujets que nous avons déjà évoqués, en particulier sur le travail, évidemment, et l'éducation, mais également des sujets plus régaliens, comme on dit, sur lesquels je reviendrai d'ici la fin du mois de février, les sujets de sécurité, d'immigration, de justice également. Et donc nous aurons ainsi, début du mois de mars, la totalité non seulement d'un projet très complet, mais du cœur programmatique de ce projet, sur lequel nous nous engagerons. Je m'engagerai avec des modalités assez précises, avec une gouvernance et une méthode de la réforme. Parce que un projet ou un programme, ça n'est pas jeter au visage de nos concitoyens des idées. On peut en produire chaque semaine. On peut les changer. Tout le temps. Ça ne nourrit jamais le Moloch médiatique. Il faut beaucoup de cohérence et nous avons tenu ce cap. Et donc je vous le dis parce que je le vois bien depuis plusieurs jours, il y a une pression comme ça qui est mise par les médias et nos adversaires qui disent ces gens-là n'ont pas de programme, n'ont rien à dire.
C'était une bulle hier, maintenant la bulle n'éclatant pas. Ils disent c'est une espèce de phénomène qui ne repose sur rien. Non, nous avons beaucoup de choses à dire, il faut les défendre et les marteler. Et la politique, c'est un art de la répétition aussi. Et continuer à les enrichir. Et donc, ce que j'attends de vous, c'est aujourd'hui, sur le travail, l'éducation, l'Europe, l'agriculture, la santé, l'écologie demain, de marteler, d'expliquer, de continuer à convaincre les uns et les autres sur le cœur de notre projet. De rappeler ensuite à chaque instant que ce projet, nous l'avons conçu en écoutant les Françaises et les Français, ce que ne fait aucun autre. Nous l'avons conçu en cohérence avec des valeurs, ce qui n'est le cas d'aucun autre. Et nous l'avons conçu en cheminant et en respectant toutes celles et ceux qui font le mouvement. Et cet esprit, cette production qui se fait en cheminant, en respectant tout le monde, et qui se fait en cohérence avec des idées, elle est fondamentale. C'est ce qui nous aidera à tenir. Beaucoup ont fait des programmes, sans savoir s'ils étaient d'accord sur les principes. Ils ne savent pas s'ils sont vraiment européens, mais ils ont fait des programmes sur l'Europe. Ils ne savent pas s'ils croient vraiment dans le changement économique et social, mais ils ont fait beaucoup de programmes de réforme. Le cœur de notre matrice est cohérent, il est établi. Nous sommes pour l'innovation, le changement économique et social, la lutte contre l'inégalité des chances et de situations, favorable à une politique de l'éducation et de la formation continue, soutenant une laïcité de 1905 et pas ses dérives, et favorable à l'Europe. Qui a des principes aussi clairs, à gauche comme à droite? Personne. Et donc dénoncer aussi la cacophonie de vos opposants sur le terrain. Dénoncer celles et ceux qui hier expliquaient à gauche que d'aucuns étaient des communautaristes et vont maintenant les soutenir contre nous. Allez expliquer. Allez expliquer qu'à droite, des femmes et des hommes de bonne volonté défendaient l'Europe, la modernisation de la société, et sont aujourd'hui derrière un projet conservateur et anti-européen. Et quelles sont les autres offres politiques face à nous? Il faut les regarder. Le Front National, c'est un projet de repli mortifère qui ne chiffre rien. Rien. Vous n'avez pas à rougir une seule seconde. Il y a plus d'une centaine de mesures. C'est quoi? Un retour à la France d'avant-hier, ou une France qui n'a jamais existé, qui est fantasmée. La destruction de l'Europe. Il faut en expliquer point à point toutes les conséquences économiques, sociales, et nous allons vous y aider. Il faut expliquer que c'est un projet qui emmènera la France vers le bas, qui détruira de l'emploi industriel et de services, qui sur le plan culturel est contraire à ce qu'est la France, qui détruira l'Europe et avec cela notre ADN. Et derrière, aucun changement. Le projet de François Fillon, quelles que soient les circonstances du moment, il faut continuer à le combattre. Et projet à projet, je l'ai dit, laissez faire le débat politique, laissez faire la conscience citoyenne sur toutes les polémiques du moment. Mais c'est un projet à combattre, c'est un projet conservateur. Il ne prépare pas la France de demain. Il propose des réformes économiques sur le modèle britannique, c'est-à-dire ce qui a été fait il y a 30 ans. Il n'est pas cohérent sur l'Europe, puisqu'il propose une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe d'avant le général de Gaulle, quasiment. Et comme si le général de Gaulle, lui-même, quand il avait conçu quelque chose pour l'Europe ou la France, faisait alors référence à MacMahon. Non, non. C'est un projet éminemment conservateur qui revient, je n'aime pas ce terme d'acquis, sur des conquêtes, sur simplement une société française qui se regarde en face, qui aime la liberté et qui n'a pas un modèle unique de famille. Nous aimons la famille, mais ces familles sont multiples. Il faut les défendre, il faut les reconnaître. Parlez des familles françaises, ne leur laissez pas le monopole de ce discours, mais parlez-en avec le visage des familles, telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont des visages d'amour, et pas là aussi de repli sur soi, pas de rejet de l'autre, pas de volonté de renvoyer en quelque sorte à une normalité qui n'a jamais vraiment existé.
mais sur le terrain du sérieux. Ne vous laissez pas, là aussi, mettre dans votre coin. Quel est ce projet dont on nous parlait tant? 100 milliards d'économies. Moi, je ne sais plus où sont les économies. Plus personne n'est clair sur les fonctionnaires qu'on supprimait hier. L'assurance maladie, maintenant, on nous dit qu'on la sauve, on ne sait pas comment. C'est simplement noter que, perdus dans les polémiques du moment, on rajoutait quelques dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques sans expliquer comment on les finançait. Le projet n'est plus sérieux. Il est d'ailleurs un projet porté par un homme qui a été Premier ministre et qui, le premier jour, disait que l'État est en faillite pour le rendre 5 ans plus tard avec 600 milliards d'euros. Vous n'avez aucune leçon de sérieux à recevoir de qui que ce soit. Et puis à gauche, vous avez un projet dont on ne sait s'il changera en fonction et au gré des accords d'appareil, mais qui a vocation à tricoter l'héritage gouvernemental auquel on est fidèle de manière alternative, un projet qui relève du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire d'une gauche qui ne veut plus voir le réel. Le réel et qui en quelque sorte considère que retrouver la dignité de la gauche et son énergie, c'est se dire fichtre, on n'est pas là pour gouverner, on est là pour avoir de belles idées. Eh bien non, quand on fait de la politique, on est là pour œuvrer pour des valeurs, des principes, des belles idées. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Quand on parle de nos valeurs républicaines, quand on parle des réfugiés, quand on parle du progrès social, quand on parle de la santé, ce sont des belles valeurs, il faut les défendre. Mais les défendre en actes. Parce que dans la vie, c'est comme Balzac dans la littérature. À la fin, on mange, on agit, on est là. Ce que veulent nos concitoyens, c'est à la fin du mois avoir un travail. C'est pouvoir éduquer leurs enfants. C'est les inscrire dans une histoire de projet. Pas dans des désillusions de demain. C'est ça l'exigence des progressistes, et celle que nous devons porter. Se marier avec le précédent, un projet, là cette fois-ci, sorti de toute contrainte, qui a oublié d'ailleurs l'universalisme à un moment porté par l'extrême gauche pour redevenir une forme de projet hyper national, replié totalement sur lui-même, et au fond déconnecté de toute forme de contrainte liée au réel. Ce dont je suis frappé, c'est que la gauche a une histoire. C'est sa relation au travail. C'est sa relation à la défense des travailleurs, des travailleuses. Mais là, on ne parle plus jamais de travail. On ne veut plus protéger les gens au travail, on veut les protéger du travail. On ne veut plus parler d'Europe, une espèce de monde terrible qui est autour de nous, terrible, qui n'est fait que de menaces. Il y a une forme aussi de paternalisme odieux. On explique aux gens ce qui est bon pour eux. Ouvrir les bibliothèques le dimanche, c'est une idée odieuse. Parce que le dimanche, tout le monde sait qu'on reste chez soi à manger la blanquette de veau en famille. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Et non, les vrais petits bourgeois sont là. Et ils n'ont pas de leçons à vous donner non plus. Ces gens-là ne portent plus vision du progrès social. Ce sont des immobiles. Ce sont des inquiets. Ce sont des gens qui ne veulent plus bouger. Donc je vais vous dire, dans ce contexte-là, votre devoir,
avec enthousiasme à regarder devant. Regardez chacune et chacun de nos concitoyens en face pour porter le projet ambitieux qui est le nôtre. C'est un projet qui n'a pas peur de l'avenir, parce que de toute façon, l'avenir adviendra. C'est de se préparer, d'arrêter de vouloir protéger les emplois, pour protéger les individus, de permettre le changement, et le changement plus rapide, mais en donnant en même temps une place à chacune et chacun. C'est donc un projet qui est à la fois efficace et juste. C'est beaucoup plus difficile, parce que c'est beaucoup moins caricatural que d'autres. Mais qui porte aujourd'hui une vision à la fois cohérente et volontariste de l'avenir, c'est-à-dire réel. Il ne faut pas rendre un futur désirable en essayant de le fantasmer. Il faut juste expliquer que le futur, de toute façon, est devant nous. Donc il faut avoir la gourmandise du futur, avoir envie de construire un avenir ensemble. C'est cela notre devoir. Et d'expliquer que dans cet avenir que nous sommes en train de construire, chacune et chacun aura sa place. C'est beaucoup plus révolutionnaire. Ça veut dire qu'on ne doit pas reproduire les erreurs d'hier. Ça veut dire que oui, on doit expliquer qu'il y a des changements qui seront requis. Il y aura des entreprises qui fermeront, il y a des emplois qui seront détruits. Mais en même temps, on devra en recréer d'autres, et donc former les individus. Si on fait la même erreur qu'hier, on aura des chômeurs de longue durée, des gens déqualifiés, qui regarderont ce changement comme on contemple un désastre. Moi, je ne veux pas de cette société-là. Mais il y a des opportunités formidables dans le monde qui est le nôtre, à regarder sans naïveté. On a des secteurs à développer, dans l'environnement, la silver economy, le numérique, sous toutes ses formes, la biotechnologie, et des requalifications à faire massives, qui supposent de réorganiser. Et c'est ce que nous proposons à travers la réforme de l'assurance chômage, de la sécurité professionnelle que nous allons créer. C'est exactement ne pas reproduire les erreurs d'il y a 30 ans. J'étais il y a quelques semaines dans le bassin minier. J'ai vu, et pareil quand je m'étais rendu en Moselle, les visages de celles et ceux qui ont vécu le changement technologique profond, la mondialisation, et qui l'ont pris au visage. La République a été généreuse. Contrairement à d'autres pays, elle leur a donné le chômage, puis les minima sociaux. Mais elle a laissé la société se déconstruire partout. Parce qu'ils ont vu leur présent comme une menace de chaque jour. Et ils ne croient plus dans le futur. Et c'est comme ça que la société se désagrège. Donc si nous voulons saisir notre futur, on doit faire ce travail fondamental de réinventer ce qu'est notre organisation collective. C'est la responsabilité de l'État, des territoires, des partenaires sociaux. C'est ça ce que nous sommes en train d'inventer, cette révolution, à travers la réforme du chômage, de la formation continue. C'est de se dire que nous ne serons plus dans une société où à 20 ans, on a tout appris pour la vie. Et on ne peut plus être dans une société où si à 40 ou 50 ans, on a eu un risque professionnel, on a subi un changement, on est cassé pour la vie. On doit pouvoir rebondir et donc être à nouveau formé par la société. Parce qu'il y a des champs nouveaux qui existent, qui supposent plus de qualifications, qui supposent d'avoir réappris pendant 2 ou 3 ans. Et il y a en même temps un continent nouveau dont on ne parle jamais. C'est-à-dire tous ces métiers de service, de rapport humain qui vont s'ouvrir. Parlez, quand vous évoquez l'avenir, parlez de cela aussi. Il y a 8 à 10 millions de Françaises et de Français qui sont ce qu'on appelle des aidants. 8 à 10 millions, vous imaginez, qui passent leur vie, beaucoup d'entre vous le savent, à aider un parent âgé, une épouse ou un mari accidenté, un enfant autiste ou handicapé. 8 à 10 millions. Ce sont des vies qui aujourd'hui sont parfois brisées. Ce sont des vies qui ne peuvent plus avoir le même rythme professionnel, qui n'ont pas la même existence. Il y a tout un continent d'activités qui va se développer. Si on veut accompagner ces aidants, qui sont des nouvelles professions d'accompagnement, d'ouverture, d'accompagnement des handicapés, des personnes dépendantes, qui sont des métiers dignes et qui supposent une qualification, un rapport humain qui redonne du sens à l'activité. Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'il y a sous nos yeux des activités à créer dont nos concitoyens souhaitent retrouver le sel, qui correspond à la volonté d'engagement, aux demandes qui sont les nôtres. Il faut simplement les rendre solvables sur le plan économique et réussir à en trouver les modalités. Ce qui suppose, là aussi, de passer d'une économie complètement productiviste,
qui de toute façon va être transformée par le numérique, à une économie où on va inventer d'autres secteurs, d'autres chantiers, et qui changera le projet en commun. Raison. Je ne veux pas être plus long et décliner tous les sujets, j'aurais pu vous parler d'Europe, d'écologie, etc. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne rien perdre de notre capacité à innover, parce que le futur nous rattrape. L'avenir est là. Il commence maintenant, il a commencé. Et nous devons donc le penser, non pas avec les carcans d'hier, mais avec une ambition résolue, une inventivité revendiquée. Mais en même temps avec une exigence et un sérieux qui est notre marque de fabrique. C'est-à-dire une grande précision. Il ne faut pas faire des promesses à tout va. Parce que, je cite souvent cette phrase de Chesterton, qui est un formidable auteur britannique qu'on a oublié, cette très jolie phrase en disant « Les idéalistes véritables sont des grands pragmatiques ». Et il avait raison. Et il prenait souvent l'exemple de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe qui est un vrai idéaliste. Pas avec des poèmes sur lui, pas avec du jambon, du fromage, du pain, de quoi tenir sur lui. Nous sommes des vrais idéalistes, donc des idéalistes pragmatiques. Il faut penser le monde de demain, le penser avec ambition, mais avec cette science du détail, cette volonté de construire des projets qui se tiennent, qui sont concrets. Et donc, ayez cette capacité d'inventivité à chaque instant, continuez à alimenter d'idées, à expliquer ce monde qui va, qui, bien sûr, porte des menaces, nous les vivons chaque jour, mais en même temps est un monde de possibles, d'opportunités nouvelles qui nous permettra de mieux vivre, et moi j'en suis convaincu, mais avec une exigence chevillée au corps, c'est que nous tous et toutes, nous en sommes les dépositaires. Alors, je terminerai là-dessus. Dans les prochaines semaines, nous avons une bataille terrible à livrer. Nous allons être attaqués de toutes parts, je le disais sur le programme. Ne rougissez pas, attaquez les autres et défendez nos idées et vos idées. Elles sont fortes et elles sont belles. Nous allons être attaqués des manières les plus terribles et les plus viles. Ça a commencé. Les financements, ils ont essayé, avec la polémique de Bercy, ils ont compris que ça n'irait pas loin. Ils vont essayer maintenant de dire qu'on est financé de manière occulte. Ça n'ira pas loin non plus, nous respectons toutes les règles, avec un grand professionnalisme qui est tenu par l'équipe, et je l'en remercie. Christian Darnier a fait un travail formidable, et les comptes de campagne seront tenus au cordeau. Vous allez avoir des manœuvres de déstabilisation de certains, qui vont vous dire ces gens-là ont des pratiques terribles, c'est eux qui ont alimenté le canard enchaîné. J'entends cela, je lis cela. Détrompez-vous, nous n'avons pas une seconde à perdre avec ces sujets. Je n'ai pas mis la main dans le quart de ces sujets, ni qui que ce soit de notre équipe. Nous avons autre chose à faire, mais je crois simplement qu'il y a une presse libre dans notre pays, une presse d'investigation, et je crois qu'on ne sort pas de la crise démocratique dans laquelle on est à insulter la presse. Très exigeant avec cette presse, dès qu'elle dit une bêtise, il faut lui demander de corriger, dès qu'elle dit une bêtise inacceptable, il faut l'attaquer, ce que je ferai sans rechigner, mais il ne faut pas expliquer à tous nos concitoyens que rien dans la presse ne vaut, que tout est fichu, et qu'elle ne fait que des mensonges ou des complots. Ça, c'est irresponsable, parce que nous en serons tous et toutes les victimes. Vous allez aussi sans doute voir que nous sommes les agents des banques américaines. Donc ça, c'est l'argumentaire de réseaux étranges, apparemment proches de nos amis russes. Bon, je n'ai rien contre la Russie, qui est un grand pays, de grande culture. J'en adore la littérature, et je pense d'ailleurs que la Russie a vocation à être arrimée à l'Europe. Je ne partage pas les préférences, si je puis utiliser ce terme, de son dirigeant actuel, mais je pense qu'il faut un dialogue exigeant et un dialogue avec la Russie. Mais il faut l'avoir de manière exigeante. Et nous serons d'une exigence absolue
absolue parce que les déstabilisations que certains réseaux sont en train d'essayer de conduire par voie informatique ou autre, nous les endiguerons. Soyez vigilants là-dessus, ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis vous entendrez les pires choses sur mon compte. C'est déplaisant, c'est désobligeant, c'est parfois blessant. Je considère que de toute façon ça fait partie de cela. Je ne laisserai rien qui soit porté contre ma famille, rien qui soit porté contre les miens, parce que je considère qu'ils n'ont pas décidé, eux, de prendre ce risque, et pas décidé, en quelque sorte, d'être salis. Moi, j'en prendrai la charge. Sachez simplement une chose. Je me suis engagé, nous nous sommes engagés, parce que c'est un choix qui se prend en famille, en avril dernier. Parce qu'en sincérité, avec nombre d'entre vous qui êtes là, nous pensions que cette formidable aventure, ce beau risque que nous sommes en train de prendre, je dis parce que certaines et certains n'ont pas bien compris la formule de beau risque, qui était une formule qui était tout à fait positive dans mon esprit. Un beau risque est un risque qu'il faut de toute façon prendre et qui n'est pas un stigmate. Je dis parce qu'il y a parfois des gens qui veulent faire des polémiques avec des choses un peu idiotes. Et donc ce beau risque, nous l'avons pris ensemble. Et c'est un risque intime. Je suis tel que je suis. J'ai jamais rien eu à cacher. Quand il y avait des choses qui ne plaisaient pas aux gens, je les ai dit. J'ai pas essayé de travestir le fait que j'étais de gauche quand je suis allé dans la banque d'affaires, que je voulais dépasser ces clivages quand j'étais dans un gouvernement socialiste. Et j'ai toujours assumé qui j'étais. Et donc sur le plan intime, familial, et de mes valeurs, et des projets qui sont les miens, j'ai toujours dit la même chose. Et je continuerai à l'être. Je suis d'un bloc. Faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je dois faire. Heureusement, je ne l'ai jamais rémunéré pour cela. Un témoignage du fait que je ne peux pas me dédoubler, sauf si mon hologramme si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. C'est le combat pour le projet, pied à pied, ne cédez rien. Ce seront des déstabilisations quotidiennes, pied à pied. Vous savez qui je suis, j'y répondrai point à point, ne cédez rien. Et c'est une mobilisation de chaque instant, et je compte sur vous, pour continuer à alimenter les idées, pour continuer jusqu'au dernier jour, à proposer, à agir, parce que notre crédibilité, elle est aussi dans l'action, elle est aussi dans la capacité à faire sur le terrain, à répondre, à ne rien céder, à ne jamais laisser une place à l'impuissance. Et c'est une capacité de mobilisation pour convaincre chacune et chacun.
Soyez les colporteurs, chacune et chacun, tel que vous êtes aujourd'hui, de notre exigence, de notre ambition exigeante. Nous aimons le futur parce que nous sommes convaincus que nous allons le faire. Le futur, ce n'est pas quelque chose que nous allons subir. Nous en sommes les acteurs. Soyez les engagés de cet optimisme. C'est cela ce que j'attends de vous. Chaque heure maintenant compte, chaque heure, pour convaincre, pour proposer, pour vous battre pied à pied. Mais si chacune et chacun d'entre vous ce soir en convainc chaque jour un autre, par un effort subtil. C'est déjà fait. Dans le mouvement, il reste 76 jours, ne lâchez rien, battez-vous, convainquez, proposez, mobilisez, parce que